cette année de 1664, ma mère ne m'avait pas dit qu'ils allaient venir. Elle ne voulait pas que j'aie l'air inquiet, m'expliqua-t-elle plus tard. Cela m'étonna, moi qui croyais qu'elle me connaissait bien. Au regard des personnes étrangères, je paraissais calme. Enfant, je ne pleurais pas. Seule ma mère remarquait la façon dont je contractais la mâchoire et j'écarquillais des yeux déjà grands. J'étais à la cuisine en train de hacher des légumes quand j'entendis des voix provenant de l'entrée. La voix d'une femme, aussi étincelante que cuivre bien astiqué, et celle d'un homme, aussi dense et sombre que le bois de la table sur laquelle je travaillais. C'étaient là des voix comme nous n'en entendions pas souvent chez nous, des voix rappelant de somptueux tapis, des livres, des perles, des fourrures. Heureusement que je m'étais donné tant de mal pour nettoyer l'entrée. La voix de ma mère, une marmite, une bonbonne se rapprochaient de moi. Ils se rendaient à la cuisine. Je rangeais les poireaux que j'étais en train de couper, posais le couteau sur la table, m'essuyais les mains à mon tablier et pinçais mes lèvres pour les lisser. Ma mère apparut à l'entrée. Elle me décocha du regard une double mise en garde. La femme derrière elle dut rentrer la tête à cause de sa taille. Elle était plus grande que l'homme qui la suivait. Dans ma famille, tout le monde était petit, y compris mon père et mon frère. Bien que la journée fût calme, on eût dit que la femme avait été prise dans une bourrasque. De sa coiffe de guingois s'échappaient de minuscules boucles blondes qui s'agitaient sur son front telles des abeilles. Elle les chassa plusieurs fois avec impatience. Son col aurait eu besoin d'être redressé. Il n'était pas aussi raide qu'il aurait pu l'être. Elle repoussa sa cape grise sur ses épaules et je vis que sous sa robe bleu foncé, un bébé s'annonçait. Il arriverait d'ici la fin de l'année. Le visage de la femme rappelait un plat d'argent ovale, tantôt étincelant, tantôt terne. Ses yeux étaient deux boutons brun clair, teinte que j'avais rarement vue associée à des cheveux blonds. Elle faisait mine de m'examiner sans parvenir à concentrer son attention, son regard voltant par toute la pièce. « C'est donc la fille ?» dit-elle d'un ton abrupt. « Oui, c'est Griette, ma fille, » répondit ma mère. Je saluai respectueusement l'homme et la femme. « Disons qu'elle n'est pas bien grande. Est-elle assez forte ?» Au moment où la femme se tournait vers l'homme, un pan de sa cape entraîna le couteau dont je venais de me servir. Il alla tournoyer sur le sol. La femme poussa un cri. « Katharina !» dit l'homme avec calme. Il prononça son nom comme s'il avait un morceau d'écorce de cannelle dans la bouche. La femme s'arrêta, faisant effort pour se dominer. Je m'approchai, ramassai le couteau, frottai la lame avant de le poser sur la table. Dans sa chute, le couteau avait déplacé les légumes. Je remis en place un morceau de carotte. L'homme m'observait de ses yeux gris comme la mer. Son visage allongé, anguleux, reflétait la sérénité, alors que celui de son épouse était aussi changeant que chandelle au vent. Il ne portait ni barbe ni moustache, d'où cette apparence nette que j'appréciais. Une houppelande noire couvrait ses épaules. Sa chemise était blanche et son col de fine dentelle.
Son chapeau était enfoncé sur sa chevelure couleur de brique défraîchie par les intempéries. « Que faisiez-vous là, Criette » demanda-t-il. Sa question me surprit, mais je n'en laissai rien paraître. « Oh, je coupais des légumes pour la soupe, monsieur. » J'avais l'habitude de disposer les légumes en cercle, par catégorie, comme les parts d'une tarte. Il y avait 5 parts, choux rouges, oignons, poireaux, carottes et navets. Je m'étais servi d'une lame de couteau pour délimiter chaque part, et j'avais placé une rondelle de carotte au centre. L'homme tapota sur la table. « Est-ce dans cet ordre qu'ils iront dans la soupe ?» me demanda-t-il en étudiant le cercle. « Oh non, monsieur !» J'hésitais. Je n'aurais pu expliquer pour quelle raison je les avais arrangés de la sorte. Je m'étais dit que ça devait être comme ça. Un point, c'est tout. Mais j'avais trop peur d'avouer ça à un monsieur. Je regardais ma mère. Elle hocha discrètement la tête. « Oh, les couleurs jurent parfois quand elles sont côte à côte, monsieur. » Il fronça les sourcils. De toute évidence, il ne s'attendait pas à cette réponse. « Dites-moi, vous passez beaucoup de temps à disposer les légumes avant de faire la soupe ?»« Oh non, monsieur, répondis-je confuse. Je ne voulais pas qu'il crût que je gaspillais mon temps. » Du coin de l'œil, j'entrevis un mouvement. Ma sœur Agnès nous épiait, tapie derrière le montant de la porte. En entendant ma réponse, elle avait secoué la tête. Il était rare que je mente. Je baissai les yeux. L'homme tourna légèrement la tête. Agnès disparut. Il laissa retomber les morceaux de carottes et de choux parmi leurs semblables. Le chou se retrouva en partie avec les oignons. « Bon, assez bavardé comme ça, » déclara la femme, si agacée fut-elle par l'attention qu'il me portait. C'est moi qu'elle fustigea du regard. « Nous disons donc à demain ?» Elle se tourna vers l'homme avant de sortir majestueusement de la pièce, suivie par ma mère. L'homme jeta un dernier coup d'œil à ce qui devait être la soupe, puis il me salua de la tête et suivit les femmes. Lorsque ma mère revint, j'étais assise à côté du cercle que formaient les légumes. J'attendis qu'elle parle. Bien que nous fûmes en été et qu'il fît chaud à la cuisine, elle était recroquevillée sur elle-même, comme pour se garantir des frimas. « Tu entreras demain à leur service. S'ils sont contents de toi, tu gagneras 8 florins par jour et tu logeras chez eux. » Je gardai le silence. « Voyons, Griette, ne me regarde pas comme ça, » poursuivit ma mère. « Il le faut, maintenant que ton père a perdu son travail. »« Où habite-t-il ?»« À l'angle de l'Oude. Mais tu pourras rentrer à la maison le dimanche. Ils y consentent. » Ma mère plaça ses mains autour des navets, les fit glisser, ramassant au passage une partie du chou et des oignons, puis elle laissa tomber le tout dans une marmite d'eau qui attendait sur le feu. Fini les belles parts de tarte que j'avais arrangées avec tant de soin. Je grimpai l'escalier pour aller retrouver mon père. Il était assis sous les combles, près de la fenêtre. La lumière effleurait son visage. Faute de mieux, c'était sa façon de voir maintenant. Mon père était artiste céramiste. Ses doigts étaient bleus à force de peindre Cupidon, damoiselles, soldats, bateaux, enfants, poissons, fleurs ou animaux sur des carreaux blancs avant de les vernir, de les passer au four et de les vendre. Un jour,
Le four avait explosé, le privant de ses yeux et de son commerce. Il avait eu de la chance. 2 de ses compagnons étaient morts. Je m'assis près de lui et lui pris la main. « J'ai entendu, dit-il, sans me donner le temps d'ouvrir la bouche. J'ai tout entendu. Ses oreilles compensaient des yeux qui n'étaient plus. Je ne trouvais rien à dire qui ne parût pas un reproche. « Je te demande pardon, Griette. J'aurais voulu mieux faire pour toi. » On pouvait lire une certaine tristesse à l'endroit où se trouvaient jadis ces paupières que le docteur avait à jamais cousues. « Mais c'est un homme honnête et bon. Il te traitera bien. » Il n'ajoutait rien au sujet de la femme. « Comment pouvez-vous en être aussi sûr, père ? Vous le connaissez ? » ?»« Oui, ne sais-tu pas qui il est ? » ?»« Non. »« Ne te rappelles-tu pas le tableau que nous avons vu il y a quelques années à l'hôtel de ville, où Van Ruijven l'avait exposé après l'avoir acheté ? C'était une vue de Delft, depuis les portes de Rotterdam. Le ciel y tenait une très grande place et le soleil éclairait certains édifices. Oui, et du sable avait été ajouté à la peinture pour donner un aspect rugueux à la brique et au toit, ajoutai-je. C'est ça. Les orbites de mon père s'élargirent comme s'il avait encore ses yeux et contemplait à nouveau le tableau. Je m'en souvenais avec précision. Je me revoyais pensant au nombre de fois où je m'étais arrêtée à cet endroit précis, sans jamais voir Delft avec les yeux de ce peintre. « Vous voulez dire que cet homme, c'est Van Ruijven ? Le mécène ? Non, le père partit d'un petit rire. Non, non, mon enfant, ce n'était pas lui. C'était le peintre, Vermeer. Johannes Vermeer et son épouse. Tu es censé faire le ménage dans son atelier. Aux quelques affaires que je devais emporter, ma mère ajouta une coiffe, un col et un tablier de rechange, afin que je puisse chaque jour laver l'un et porter l'autre, et paraître ainsi toujours impeccable. Elle me donna aussi un peigne en écaille en forme de coquille ayant appartenu à ma grand-mère, parure trop raffinée toutefois pour une servante. Et tandis que nous préparions mes affaires, ma mère m'expliqua pourquoi je devais aller travailler chez les Vermeer. Ton père a entendu dire que ton nouveau maître cherchait une servante pour faire le ménage de son atelier sans rien déplacer. Comment peut-on faire le ménage d'une pièce sans rien déplacer ? Bien sûr, il te faudra bouger certains meubles ou objets, mais tu devras veiller à les remettre à leur endroit précis, afin de donner l'impression que rien n'a été déplacé. Comme tu le fais pour ton père maintenant qu'il n'y voit plus. Après l'accident de mon père, nous avions appris à placer les objets là où il était sûr de les trouver. Faire cela pour un aveugle et faire cela pour un homme aux yeux de peintre étaient choses bien différentes. Le lendemain matin, au moment où j'allais partir, mon père vint à la porte d'entrée d'un pas traînant, avançant à tâtons le long du mur. J'embrassai ma mère et Agnès. « Dimanche sera vite là, dit ma mère. » Mon père me tendit un petit paquet enveloppé dans un mouchoir. « Tiens, ça te rappellera la maison et nous tous, dit-il. » De tous les carreaux de faïence qu'il avait peints, c'était mon préféré. La plupart de ce que nous avions à la maison avait un défaut. Certains étaient ébréchés ou taillés de travers. Sur d'autres, le motif s'était estompé, le four ayant été trop chaud. Celui-là, mon père l'avait mis de côté pour nous. Il représentait 2 petites silhouettes, un jeune garçon et une fille plus âgée.
À la différence des enfants que l'on représente en général sur les carreaux, ceux-ci ne jouaient pas, ils se promenaient. Je m'éloignais de la maison, portant mes affaires dans un tablier. Il était encore tôt. Les voisines nettoyaient devant chez elles, jetant des seaux d'eau sur les marches et dans la rue. Désormais, Agnès ferait ça ainsi qu'une bonne partie de mes autres tâches. Elle aurait moins de temps pour jouer dans la rue ou le long des canaux. Sa vie à elle aussi changerait. Les gens me saluaient de la tête et me regardaient passer, non sans une pointe de curiosité. Personne ne me demanda où j'allais. Personne ne me dit un mot gentil. Il n'y était pas tenu. Il savait ce qui arrive aux familles quand l'homme perd son travail. Voilà donc un sujet de conversation. La jeune Griette placée comme servante. Le père a fait tomber la famille bien bas. Toutefois, il ne se gausserait pas. La même chose pourrait bien leur arriver. J'avais pris cette rue toute ma vie, sans jamais avoir à ce point conscience de laisser la maison derrière moi. Après avoir tourné au coin de la rue et de m'être ainsi dérobé à la vue de ma famille, il me fut plus aisé de marcher d'un pas assuré en regardant autour de moi. La matinée était encore fraîche. Le ciel d'un gris pâle et mat recouvrait d'elfes tel un drap que le soleil de l'été n'était pas encore assez haut pour dissiper. Le canal que je longeais était un miroir de lumière blanche moirée de vert. Plus le soleil deviendrait intense, plus le canal s'assombrirait jusqu'à perdre la couleur de la mousse. La maison où je devais travailler n'était qu'à une dizaine de minutes de chez nous. À peine le temps qu'il fallait pour faire chauffer une bouilloire d'eau, mais je n'étais jamais passé devant. Je regardais la maison. Elle était certes plus imposante que la nôtre, mais elle était moins impressionnante que je ne l'avais craint. Elle avait 2 étages et un grenier, alors que la nôtre n'avait qu'un étage et un grenier minuscule. « Alors, c'est vous la servante, n'est-ce pas ?» entendis-je derrière moi. La femme, sur le pas de la porte, avait un visage large, grêlé jadis par la variole. Elle avait le nez bulbeux et mal formé. Ses lèvres épaisses dessinaient une bouche en cul-de-poule. On aurait dit que ses yeux bleu clair retenaient un coin de ciel. Elle portait une robe gris-brun et un chemisier blanc, une coiffe nouée serrée autour de la tête et un tablier moins propre que le mien. Les bras croisés, elle m'examinait comme si elle attendait que je lui lance un défi. Elle voit déjà en moi une menace, pensais-je. Elle me tyrannisera si je la laisse. Je franchis le seuil. De mes premiers instants dans l'entrée, je garderai à jamais le souvenir de ces tableaux. Je m'arrêtais, serrant mon baluchon, et les regardais ahuris. J'avais déjà vu des tableaux. Jamais, toutefois, je n'en avais vu autant dans une pièce. J'en comptais 11. Je devais découvrir par la suite qu'aucun n'avait été peint par mon maître. Il était rare en effet qu'il gardât chez lui les tableaux une fois terminés. Il était marchand de tableaux autant qu'artiste. Il y en avait plus d'une 50aine, mais ce nombre variait selon qu'il les échangeait ou les vendait. Je fus si surprise par les tableaux que je ne remarquai pas la femme qui se tenait dans un coin de la pièce. « Eh bien, ma fille, dit-elle, en voilà du nouveau pour toi. » Confortablement assise dans un fauteuil, elle fumait la pipe.
Ses dents avaient bruni à force d'en mordiller le tuyau. Ses doigts étaient tachés d'encre. Le reste du personnage, que ce soit sa robe noire, son col de dentelle ou sa coiffe blanche bien amidonnée, était impeccable. Bien que son visage ridé parût sévère, ses yeux couleur de noisette avaient une expression enjouée. Elle semblait le genre de vieille femme taillée pour leur survivre à tous. « C'est la mère de Katharina, me dis-je tout à coup. En plus de la couleur de ses yeux et de cette fine boucle grise qui s'échappait de sa coiffe, de la même manière qu'elle s'échappait de la coiffe de sa fille, on sentait en elle une femme habituée à veiller sur ceux moins aptes à se débrouiller qu'elle, à veiller sur Katharina. Je comprenais maintenant pourquoi on m'avait amené à elle plutôt qu'à sa fille. Si désinvolte son regard put-il paraître, rien ne lui échappait. À sa façon de plisser les yeux, je compris qu'elle lisait mes pensées. Aussi détournai-je la tête afin que ma coiffe cache mon visage. Elle tira une bouffée de sa pipe et partit d'un petit rire. « Oh, c'est bien, ma fille. Dans cette maison, mieux vaudra que tu gardes tes états d'âme pour toi. Tu vas donc travailler pour ma fille. Elle est allée faire des courses. Tanek, que tu vois ici, te montrera la maison. Elle t'expliquera les tâches. » J'acquiesçai de la tête. « Oui, madame. »